Bonjour et bienvenue dans ce numéro 25 de ma revue d'activité parlementaire vidéo. Au cours des dernières semaines à l'Assemblée nationale, on a adopté un rythme un peu particulier puisque nous sommes en discussion sur plusieurs projets de loi en temps partagé, c'est-à-dire qu'il y a un temps fixe de débat parlementaire qui est réparti à la proportionnelle et qui fait que on est obligé de ne pas défendre un certain nombre d'amendements si on veut pouvoir avoir suffisamment de temps pour la discussion. Nous siégeons du lundi au dimanche depuis la discussion sur le projet de loi alimentation et agriculture, le projet de loi logement dont je vais vous parler, sur le prochain projet de loi sur la question de la formation professionnelle. On va siéger du lundi au dimanche, ce qui explique, y compris le fait qu'il y a des difficultés à pouvoir assurer un roulement régulier des présences des députés. Si je vous explique ça, parce que ça fait partie du fonctionnement de l'Assemblée nationale, en tout cas de certaines règles que nous on découvre parce qu'on ne les connaissait pas et qu'on subit un peu, ce qui explique les difficultés qu'on a pu avoir en tant que groupe à pouvoir se répartir avec des collègues camarades chefs de file qui ont dû assurer de très très longues semaines, d'autant plus difficiles que elles et ils sont dans des régions hors de la région parisienne et doivent également faire des allers-retours. J'ai aussi fait plusieurs allers-retours dans les dernières semaines. J'ai notamment été en déplacement en Guadeloupe où j'ai eu l'occasion de travailler sur un certain nombre de sujets comme relevant de la crise sanitaire que connaît ce département avec la question des algues sargasses, la question de l'eau, la question du chlordécone. J'en avais déjà parlé et puis vous découvrirez tout ça dans le compte-rendu que l'on va faire de ce voyage. J'ai été en Guadeloupe parce que je suis membre de la délégation aux Outre-mer de l'Assemblée nationale. Également, c'est un des départements que j'avais choisi de suivre pour la France insoumise puisque les 17 députés se sont répartis les départements pour pouvoir être des députés référents qui relaient les problématiques locales à l'Assemblée nationale. Et donc ça a été un voyage assez dense parce que j'ai fait beaucoup de rencontres. Je vous parlerai de tout ça dans un prochain numéro, notamment puisqu'on va diffuser un carnet de voyage parlementaire qui récapitule tout ça. De même que on rendra compte de mon déplacement en Allemagne où j'ai été invitée par la force de gauche Die Linke pour participer à un débat sur les nouvelles droites en Europe, parler de l'expérience de la France et puis des mobilisations antiracistes. Donc ça fait beaucoup de choses en plusieurs semaines, ce qui ne m'a pas empêché d'être également à l'Assemblée nationale et c'est de ça que je vais parler dans les vidéos puisque vous allez voir les différentes interventions que j'ai fait sur le projet de loi logement, un projet de loi qui consacre des dérogations multiples, qui met à bas le logement social et donc qui s'inscrit dans la continuité des politiques de ce gouvernement qui privilégie les grands constructeurs, qui privilégie les foyers les plus aisés au détriment de la majorité, avec des interventions que j'ai faites sur la question de la loi littorale notamment, que vous pourrez voir dans la vidéo. Il y avait également à l'Assemblée ce qu'on appelle le printemps de l'évaluation, qui est censé permettre aux députés d'évaluer ce qu'a fait le gouvernement, mais c'est un peu là aussi un faux dialogue puisque malgré les questions des fois très précises que nous posons aux ministres, les réponses sont souvent très laconiques et nous permettent pas vraiment de faire notre travail de député. J'ai posé 2 questions à 2 ministres, au ministre Darmanin et au ministre Collomb sur des problématiques qui touchent à la commission des lois où je siège et vous verrez que les réponses sont vraiment peu concluantes. Il paraît que c'est ça l'avenir du parlementarisme, l'évaluation. Et enfin, je vous parle et je suis intervenue sur les 2 propositions de loi sur les fausses nouvelles qui ont été débattues la semaine précédente en commission et puis cette semaine à l'Assemblée nationale. Ce sont des propositions de loi, si vous vous rappelez, qui sont en fait une commande de l'exécutif puisque c'est Emmanuel Macron qui avait choisi de l'annoncer lors de ses vœux à la presse au début de l'année, qu'il a fait passer par le groupe majoritaire. Il aurait pu le faire par le gouvernement, ce qui lui permettait d'éviter d'avoir, par exemple, qu'on puisse faire une évaluation de ces propositions de loi. Et ce sont 2 propositions de loi qui sont extrêmement problématiques parce qu'elles tendaient
à mettre en danger la liberté d'expression et puis surtout le droit à l'information. Donc nous sommes intervenus sur ce dossier en pointant les risques pour les libertés fondamentales et puis en proposant des alternatives que nous avions notamment développées dans l'Avenir en commun et le livret sur les médias que nous avons produit pendant la campagne. Voilà, je vous parle de tout ça dans les vidéos qui vont suivre et puis je vous dis bon visionnage. D'une demande de scrutin public qui est annoncée dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Madame Obono, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. L'alinéa 22 de l'article 1 permet de déroger à certaines règles de l'urbanisme. Le principe étant que la règle peut ne pas être respectée si, au final, les raisons, les objectifs pour lesquels cette règle avait été prise sont quand même atteints. On comprend mal pourquoi, si vraiment les objectifs étaient si facilement séparables des règles, on ne résumerait pas l'intégralité du Code de l'urbanisme à un ensemble d'objectifs dont il suffirait de contrôler a posteriori qu'ils ont été remplis. Ou alors, pour le moins, pourquoi ne pas généraliser ces dérogations à tous les projets et non uniquement à certains? Le gouvernement nous explique, la pédagogie chevillée au corps, comme souvent, que pour innover, il faut déréguler ou déréglementer. Il nous semble, à l'inverse, que c'est l'une des missions du législateur et de la législatrice de poser un cadre et une direction à l'innovation en s'appuyant sur les experts et les expertes de terrain et en investissement dans des domaines de construction durable. Dans ce cadre-là, les questions de la fixation claire des objectifs, de l'indépendance et de l'expertise des entités chargées de les contrôler, de même que des moments où interviennent le contrôle des objectifs atteints, sont centrales. Sans quoi, ces objectifs, qui doivent nécessairement devenir des obligations de résultat en l'absence de règles intermédiaires, ne contraignent plus les maîtres et les locataires d'ouvrage. L'efficacité de ces contrôles, du fait en partie du caractère expérimental, reste à être éprouvée, démontrée ou corrigée. Notre amendement vise en cela à préciser le périmètre autorisé des dérogations afin de ne pas remettre en cause, dans un souci d'expérimentation et d'innovation, les règles communes de sécurité, de santé publique et de protection de l'environnement qui doivent être les clés de voûte de toute construction et d'autant plus des constructions dans lesquelles les pouvoirs publics sont partie prenante. Merci beaucoup Madame Obono. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la commission ? Merci, Monsieur le Président. La situation actuelle est la suivante. L'expérimentation du permis d'innover instaure une obligation de résultat qui doit démontrer par une étude d'impact quand la norme existante impose une obligation de moyens. L'objectif et notre état d'esprit est celui de la libération des moyens, mais à aucun moment de réduire le niveau d'ambition des exigences, qu'il s'agisse des exigences de sécurité des personnes, de santé ou d'ambition environnementale. Défavorable. Merci, Monsieur le Ministre. Vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, c'est un avis défavorable. Mais ce que je tiens à vous dire, Madame la députée, c'est que là, vous exprimez vraiment une méfiance systématique par rapport aux élus locaux. Parce qu'à force de considérer justement qu'il faut encadrer les élus locaux, mais faites-leur un minimum confiance. Je pense que c'est assez indispensable. Parce que la difficulté aujourd'hui, c'est justement l'accumulation de ces réglementations qui ne permettent pas aux élus locaux d'avancer normalement, dans de bonnes conditions, dans l'intérêt de leurs concitoyens. Merci beaucoup. Madame Obono, vous souhaitez réagir à la position du gouvernement ? Oui, et faire preuve peut-être à mon tour de pédagogie. Non, Monsieur le Ministre, je ne crois pas que le travail parlementaire qui a pour responsabilité de faire la loi, d'édicter des règles, et des règles qui sont là, non pas pour contraindre, non pas pour jeter la suspicion, mais pour donner, y compris, des directions politiques claires. Donc, il ne s'agit pas d'être méfiante et de ne pas faire confiance aux élus locaux. Je pourrais vous retourner le même argument, on l'a vu dans les débats précédents. Je pense qu'une bonne partie de ce que vous faites dans ce projet de loi, c'est justement de dessaisir les élus de terrain au plus près des habitants de leur pouvoir et d'un certain nombre de prérogatives. Donc c'est plutôt de votre côté qu'on retrouve cette volonté de concentrer les pouvoirs au niveau de l'exécutif et de concentrer les pouvoirs du coup et de dessaisir les élus locaux. Mais il nous semble que sur un certain nombre de questions, et je suis sûre que grand nombre d'élus locaux, grand nombre de maires seront d'accord là-dessus, il est important d'encadrer et de considérer qu'un certain nombre de règles favorables
aux questions environnementales ne peuvent connaître des dérogations parce que c'est un objectif politique qui devrait être partagé par tous, que pour la santé, pour la sécurité et pour l'environnement, on va contraindre malgré tout, on va se contraindre, y compris soi-même, à maintenir une exigence de moyens et non pas simplement être dans l'idée d'une efficacité qui serait simplement possible si on dérégule et si on ne donne pas de cadre. Nous pensons que la loi, au niveau national, donne justement les possibilités de mieux faire et de mieux guider, et justement que la dérégulation et l'anarchie de votre système néolibéral que vous défendez si ardemment. Et donc, je pense qu'au contraire, cet amendement, s'il était voté, donnerait plus de sécurité politique et de clarté politique à ce projet de loi, au moins à cet article. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici les résultats du scrutin. Votant 59, exprimé 58, la majorité est à 30 pour, 13 contre 45. Il n'est pas adopté. Encore en train de discuter un article qui pose plein de questions, qui suscite beaucoup de réactions, mais dans des conditions, encore une fois, qui ne permettent pas d'aller au bout des questionnements. Et encore une fois, Monsieur le ministre disait qu'il n'était pas dupe. Je ne sais pas de quoi il essaie de ne pas être dupe, mais les arguments qui sont posés dans la discussion méritent au moins que vous y répondiez. Je rappelle sur la question de la loi littorale que tout le monde encense, mais en même temps, on a l'impression que les bienfaits de cette loi-là, qui sont unanimes, qui ont permis, y compris, je pense, à des classes d'aller et de profiter d'un littoral qui n'a pas été détruit et qui a permis que se développe un certain nombre d'activités parce que, y compris, ces espaces sont protégés et ça permet d'autres formes d'activités. Elle autorise de nouvelles constructions, mais uniquement si elle continue l'agglomération, le village existant. Donc, c'est une loi qui ne bannit pas ou n'empêche pas des constructions, mais met un certain nombre de garde-fous. Je rappelle aussi que les fameuses dents creuses dont il est question ont un rôle en termes de préservation de la biodiversité, puisqu'elles absorbent une partie de la montée des océans. L'enjeu de préservation, c'est un enjeu écologique. On le sait qu'une partie des conséquences des problèmes climatiques, des inondations, des ouragans, etc., sont aggravés par l'état du littoral et par le fait que, effectivement, les espaces n'ont pas été assez protégés et on a eu l'artificialisation des sols ont précipité les catastrophes naturelles. Il y a un enjeu social également parce que les constructions, même si ce n'est pas du bétonnage, participent à augmenter le prix des loyers, le prix des bâtiments, et qu'il y a effectivement à la fois pour les personnes qui y vivent, ça augmente le prix des terres. Ça, c'est également avéré. Donc, pour toutes ces raisons, il serait à notre sens beaucoup plus raisonnable, y compris pour aller au fond des difficultés, de supprimer cet article. Ça ne veut pas dire que nous n'en discuterons plus jamais, bien entendu que non. Nous avons encore de longs mois et quelques années dans cet hémicycle. Nous pouvons y compris continuer ce qui a été déjà fait et entamé par nos collègues et faire les choses tranquillement, proprement, plutôt que de se précipiter, y compris dans des conditions qui ne sont, à mon sens, vraiment pas raisonnables. C'est pour ça que nous maintenons cet amendement de suppression et nous pensons qu'il est nécessaire qu'on réfléchisse sérieusement sur un enjeu de cette taille. Madame Obono. Oui, merci. Je voulais aborder 2 points au moins sur cette proposition de loi, puisqu'il a beaucoup été question d'urgence et de naïveté. Sur l'urgence,
Jusqu'à présent, il nous a semblé qu'on faisait surtout les choses dans la précipitation et en matière de droits fondamentaux, comme il est question ici sur la liberté de la presse, la liberté d'expression et le droit à l'information. Il me semble qu'il faut prendre le temps et faire très attention à ce qu'on fait et donc non, invoquer l'urgence ne suffit pas à légitimer cette proposition de loi. Le deuxième élément, c'est sur la définition. Ça a été soulevé par plusieurs collègues et malheureusement, dans les réponses jusqu'à présent, je n'ai pas entendu en fait les précisions attendues. Je sais que Madame Mouchou a indiqué qu'il y avait un amendement qui allait définir les dites fausses informations, mais il me semble un peu problématique que ça arrive en fait un peu en bout de course et qu'on n'ait pas dès le départ eu des précisions sur ce terme-là. C'est une des alertes que posait notamment les Nations Unies sur le fait que ce terme et cette notion, ce concept, on l'a vu, est utilisé à tort et à travers par exemple, le président états-unien Donald Trump, pour qui tout est fake news. Mais on peut aussi revenir à des débats récents au sein de notre Parlement même, où des membres de la majorité ont estimé que des critiques de leur projet de loi sur les violences sexuelles et sexistes étaient des fake news. Donc on voit bien que ce type de terme peut aussi être utilisé par les États, et pas que les États étrangers, par des États pour contrer un débat démocratique et délégitimer. On l'a entendu encore tout à l'heure, tel propos est une fake news. Ça nous semble un peu problématique, justement, cet usage-là de la part des représentants de la majorité. Et dernier point pour conclure, sur les moyens que vous comptez donner au CSA, puisqu'on voit que son champ de responsabilité est fort étendu sur des matières qui nécessitent en termes techniques et financiers beaucoup de moyens, et rien dans votre proposition de loi n'indique comment va pouvoir faire le CSA avec ses nouvelles responsabilités. Merci. Le recours de l'État aux partenariats public-privé ou aux autres formes de contrats entre l'État et des partenaires privés pour la construction et la gestion des biens immeubles de l'État, et plus généralement la dilapidation concomitante du patrimoine immobilier, est de notre point de vue une aberration budgétaire, nous l'avions dit lors de l'examen de la loi de finances. L'exemple de Ballard Hexagone est parlant en la matière. L'État, en 2007, fait le diagnostic qu'il faut vendre plusieurs propriétés étatiques utilisées par le ministère de la Défense qui, du fait de leur emplacement, avaient une haute valeur marchande. L'hôtel de l'Artillerie dans le 7e arrondissement ou encore l'îlot Saint-Germain. Sauf qu'il fallait aussi relocaliser l'ensemble du personnel. Et l'État ne pouvait payer en une seule fois la construction d'un Pentagone à la française, ce qui, a priori, était vraiment une ambition légitime. Un bon gestionnaire économe, puisque l'austérité est le maître mot, la suite logique aurait été d'abandonner ce projet. Mais non, il fallait, semble-t-il, contracter un contrat de type partenariat public-privé où l'État devrait payer un loyer sur 30 ans. Tout ça, nous disait-on, pour faire des économies. Or, on le sait, la réalité est bien autre. Les coûts qui devaient être entièrement couverts par le ministère des Armées, il y a eu besoin de ressources supplémentaires pour les couvrir. Les emprises qu'on voulait vendre à grand gain ont rapporté moins que prévu. L'îlot Saint-Germain n'a pas été cédé, l'hôtel de l'Artillerie, 87 millions d'euros au lieu de 104, des 104 envisagés. La Cour des comptes, dans son rapport annuel, s'inquiète de la pérennité du financement de l'opération. Bref, un fiasco. Le compte d'affectation spéciale qui nous est présenté ne recense pas les dépenses induites par le recours de plus en plus important aux partenariats public-privé. Nous proposons donc d'intégrer dans le compte gestion du patrimoine immobilier de l'État tous les loyers dus chaque année et pour le futur à des propriétaires privés et au titre des PPP, en créant un programme numéro 705 spécifiquement dédié, loyers acquittés à des propriétaires privés et dans le cadre des PPP. Nous souhaiterions avoir votre avis et nous ne doutons pas que cette proposition recueillera votre attention. Aussi, voilà. Voilà, Monsieur le Président. Oui, Madame Obono. Vous n'avez pas obtenu réponse à votre question? Non, il semble que vous n'avez peut-être pas entendu la question. Je peux la répéter si vous le voulez. Non. Moi, Madame Obono, je vois très bien pourquoi vous posez votre question, mais il me semble que c'est l'exécution du budget 2017 et que, bon, votre question était très politique, je n'y rechigne pas du tout à faire de la politique, mais si on veut rester dans le cadre, me semble-t-il, d'une commission d'évaluation d'exécution, c'est pour constater le 2017, voilà. Alors, moi, je veux bien... Pardon ? Merci. Madame Louvel. La méthodologie, juste pour rappeler au ministre, vous n'avez peut-être pas entendu du coup ma question, mais j'indiquais qu'il n'y avait pas les données des coûts induits dans les documents que vous avez présentés, donc c'était
opportun de poser la question, puisque vous n'aviez pas tenu compte de ces éléments. Donc, il ne s'agit pas simplement du prochain budget, mais de l'évaluation actuelle. Et ne doutez pas que nous reposerons cette question, mais il aurait tout de même été quelque peu courtois d'au moins répondre à la question sans que j'ai besoin de vous réinterpeller là-dessus. Merci. Merci. Prochaine réunion, 8h30, sur les crédits de l'action. Voilà, j'espère que ces vidéos vous auront intéressé, que vous y aurez appris de nouvelles choses sur le travail parlementaire et les différents dossiers que nous suivons. N'hésitez pas à suivre les liens qui se retrouvent en bas de cette vidéo pour approfondir un peu les différents thèmes qui ont été abordés. N'hésitez pas non plus à mettre des pouces bleus si ça vous a plu et à diffuser la vidéo sur vos réseaux sociaux. Je vous souhaite une bonne poursuite de votre journée, de votre soirée ou de votre week-end ou de votre semaine. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo de revue de mon activité parlementaire en mode député. À bientôt.